de prendre place. Je sais que c'est difficile après la session magistrale à laquelle vous avez assisté avant nous. Mais installez-vous, prenez place, il fait chaud. Mais on va débattre d'un sujet passionnant, celui du patriarcat, un sujet qui nous concerne tous et toutes. Avec ce titre un petit peu presque provocateur, le monde peut-il sortir du patriarcat? À mes côtés, pour en parler, j'ai la chance d'avoir Marlène Dolvec. Alors Marlène Dolvec, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes directrice générale de SNCF Gare et Connect, mais aussi présidente du conseil d'administration de l'école économique TSE. Donc nous sommes parmi les économistes, c'est un titre important, prestigieux, mais aussi présidente du conseil d'administration de Radio France, donc une présence dans les médias, présidente du comité stratégique de Radio France. Merci d'être avec nous pour discuter débattre de ce sujet autour du patriarcat. Et puis Bernard Sananès, courageux, valeureux, qui vient discuter d'un sujet pas forcément facile pour les hommes. On vous connaît, vous êtes le fondateur d'Elab. Et écoutez, sans attendre, on va y aller. Patriarcat, déjà, moi, quand on m'a proposé cette table ronde, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, patriarcat, hein, j'ai regardé dans le dictionnaire pour être au plus près des choses. C'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, etc., où il détient le rôle dominant. Alors, notre question à laquelle nous allons tenter de répondre avec vous, parce qu'il y aura une partie question-réponse, c'est le monde peut-il sortir du patriarcat? Et évidemment, c'est à Marlène Dolvec que je vais poser la question pour démarrer. Merci Fanny, bonjour Bernard. Le monde peut-il sortir du patriarcat? Alors je vais avoir peut-être un propos assez optimiste ici à Aix. Et je crois qu'en fait, pour répondre à cette question, j'ai envie peut-être d'être dans un consensus républicain et de se dire que finalement la dynamique de sortie du patriarcat est lancée. Et dans ce consensus républicain, je vais l'aborder autour de 3 valeurs. Évidemment, la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, oui, plus sortir du patriarcat s'il y a plus de liberté. Plus de liberté. Moi, je suis née en 1975 et en 1975, les femmes étaient déjà émancipées à ma naissance puisque le droit de vote, c'est 1945. L'ouverture d'un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, ça paraît quand même hallucinant. C'est 10 ans avant ma naissance, 1965, et 1975, c'est l'avortement. C'est quand même incroyable. Mais pour moi, à ma naissance, il y avait déjà beaucoup plus de liberté que les pionnières qui étaient avant moi. La liberté, ça passe aussi finalement par des rôles modèles qu'on a pu voir finalement exercer une certaine liberté. Alors vous allez vous dire, elle est un peu fleur bleue. Bon, moi je trouve que la reine d'Angleterre, c'est une femme qui a été exemplaire, qui est pour moi un rôle modèle. 7 décennies de règne avec du pouvoir, des responsabilités énormes et une famille à gérer où ça n'a pas toujours été facile. Dans mes rôles modèles, il y a Simone Veil, évidemment, Marie Curie, qui a aussi beaucoup été critiquée sur sa vie privée, et évidemment, en étant ici de manière plus contemporaine, Christine Lagarde. Alors, sur cette partie de liberté, je ne voudrais pas quand même être naïve, et finalement, notre mère à toutes en matière de féminisme, entre guillemets, c'est Simone de Beauvoir qui nous dit, attention quand même, toute crise, toute guerre peut faire baisser les libertés de femmes, il faut être absolument vigilante. Et on le voit quand on voit ce qui se passe, évidemment en Afghanistan, loin de nous, évidemment avec les femmes iraniennes. Donc oui, sortir du patriarcat avec plus de liberté. Sortir du patriarcat, c'est aussi plus d'égalité. Égalité, ça veut dire que tout est possible. On disait tout à l'heure le pouvoir pour les femmes, l'égalité pour les hommes, mais l'égalité, c'est se dire que finalement les femmes aujourd'hui peuvent tout faire, grâce au progrès d'ailleurs. Elles peuvent être cheminotes, elles peuvent être postières, elles peuvent conduire des trains, évidemment je parle de mon écosystème, elles peuvent être chercheuses, elles peuvent être électriciennes, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et finalement dans cette partie d'égalité, ce qui a forcé l'égalité, c'est peut-être les lois. Et j'ai envie de parler de ces lois qui sont très fondatrices
la loi Copé-Zimmermann, quand même, 2011, incroyable. L'index égalité Pénicaud, qui a poussé à avoir des égalités de salaire. Bravo, évidemment. Et 2021, la loi Rixain. Ces lois ont poussé à l'égalité. L'égalité, pour moi, et évidemment, en étant présidente d'une école, c'est important, c'est l'éducation. C'est l'éducation, et là, encore une fois, les femmes sont très représentées dans les grandes écoles. D'ailleurs, hier, Christine Lagarde donnait des chiffres très importants de femmes qui réussissent leurs études et de surreprésentation des femmes, d'ailleurs, dans les études supérieures globalement. L'égalité de l'éducation est vraie en France. Il y a quelques biais, on en reparlera peut-être dans le débat, mais l'égalité est vraie, c'est pas vrai au Cambodge. Et quand on voit Tina Kiefer qui crée cette école pour les petites filles cambodgiennes, on se dit évidemment qu'il n'y a pas la même égalité. Et alors ensuite, moi, l'égalité, c'est l'égalité sans nier les différences. Moi, je ne considère pas que je suis une Jeanne d'Arc en armure. Je considère que les femmes doivent être des femmes. Et ce qui est sûr, c'est que les journalistes, vous avez quand même un truc, vraiment, vous considérez qu'on ne nie pas les différences, parce que chaque portrait de femme qu'on peut lire, que ça soit Marie-Lise Léon qui vient d'être nommée à la CFDT, moi-même mes propres portraits, on vous parle toujours des boucles d'oreilles, de la jolie robe, de la souris. Oui, oui, mais bon, je dis en tout cas, mais on ne nie pas la différence. On ne nie pas la différence. Et enfin, liberté, égalité, fraternité. La fraternité pour les femmes, hein, c'est sororité et exemplarité. Ça, c'est pour moi très important. D'abord en tant que femme, cette solidarité avec les femmes de mon entourage. En tant que directrice générale de Gare et Connexion pour mes équipes, l'égalité salariale, de plus en plus de femmes dans le comité exécutif, aider les métiers techniques, les femmes des métiers techniques à prendre de nouvelles positions. C'est vrai en tant que DG de Gare et Connexion pour mes clientes, 100% des femmes qui prennent les transports se disent avoir été agressées. Donc grâce à MeToo, grâce à toutes celles qui ont poussé des combats, aujourd'hui il y a la liberté de parler, de le dire, mais il faut vraiment protéger ces femmes qui sont dans les transports, former, protéger et en tout cas trouver de nouvelles orientations pour qu'il y ait plus de sécurité pour les femmes dans l'univers qui me concerne, qui est celui des transports. Ensuite, en tant que présidente, sur les mandats qui sont les miens, à la fois présidente de TSE, évidemment, là aussi, les femmes ne sont pas suffisamment nombreuses dans la recherche économique, elles sont 25%. Hier, Emmanuelle Auriol animé le débat. Moi, je rêve d'une nouvelle femme prix Nobel d'économie. Il n'y en a eu que 2. Vous n'êtes pas la seule à en rêver, je crois, ici. La française Esther Duflo, mais il devrait peut-être y avoir un jour une prix Nobel d'économie à TSE féminin. J'en rêve et peut-être que j'essaierai dans mon mandat de pousser cela. Et évidemment, dans mon mandat chez Radio France, me pousse aussi à travailler sur ces sujets-là dans les médias où il y a aussi de vraies accélérations. Donc, pour conclure, en fait, pour moi, oui, on peut sortir du patriarcat, mais il ne faut pas de disqualification. Ce sont les hommes et les femmes. C'est du 50-50, c'est ensemble, c'est en coopération, et ce n'est pas de la disqualification. Et alors après, je vais finir, Bruno Le Maire avait certainement raison ce matin, ce sont les femmes qui vont sauver le monde. Alors en attendant, on aimerait savoir quand même avec vous, Bernard, comment sont perçus tous ces sujets dans la société. Vous avez quelques données, vous observez, vous sondez les Français, leurs sentiments, leurs impressions. Et ces questions de patriarcat, ces questions d'inégalité, d'accès, de discrimination, parfois les laissent pas complètement indifférents. Je vais vous répondre tout de suite, Fanny. Bonjour à tous. Mais d'abord, moi, quand Jean-Hervé m'a appelé pour me proposer ce thème, je me suis dit, pourquoi moi ? Est-ce qu'il fallait un homme ? Est-ce qu'il fallait une cible que l'on pourrait siffler à la première faute de quart ? Est-ce que plutôt qu'une fémène, on aurait pris un naïf qui n'aurait pas vraiment compris la gravité du sujet ? Alors, je ne me suis pas posé longtemps la question. D'abord parce que Jean-Hervé, on le sait tous, est très persuasif. Ensuite, j'étais ravi de débattre avec vous. Mais c'est vrai que je voudrais essayer de montrer qu'un homme, pas forcément déconstruit, peut apporter un regard objectivé à ce sujet. Avec ma casquette, je me suis même demandé si le mot casquette n'était pas genré, pour vous dire que je marche sur des œufs. Est-ce qu'on peut avoir un regard objectivé sur cette question ? Alors, quand on regarde les chiffres, pas seulement les chiffres de sondage, puisqu'on a été pioché chez ELAB également dans des chiffres d'enquête, de statistiques publiques,
la réponse à la question « peut-on sortir du patriarcat ?» est claire. Pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas sorti et c'est très net. D'abord, qu'est-ce que les gens mettent derrière le mot patriarcat? On a posé la question cette semaine dans une question, comme on dit, ouverte. La réponse est intéressante, Fanny, par rapport à la définition que vous donniez tout à l'heure. D'abord, on nous parle de temps ancien. C'est rassurant. On nous parle d'un ancien monde. On nous parle d'un monde dépassé. On nous parle de domination, d'autorité et évidemment d'une famille dominée par le père. Voilà comment les gens ressentent et retranscrivent la question du patriarcat. Ensuite, il y a des constats qui sont très largement partagés. Ça, c'est positif. Quand on demande aux personnes qu'on interroge, est-ce que nous vivons dans une société dominée par les hommes? Le pouvoir est principalement détenu par les hommes. La réponse est à peu près sans appel. 3/4 des personnes interrogées disent oui. Et là-dessus, il n'y a pas de différence sur ce constat entre les femmes et les hommes. Et ce constat, il s'applique principalement pour les personnes qu'on interroge à la sphère politique d'abord et dans le monde du travail. Je vais y revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut voir quand on regarde un peu toutes les statistiques qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, de manière objective, être une femme dans notre société, c'est être confronté à un certain nombre de difficultés, d'angoisses du quotidien. D'abord, quand on pose la question comme ça, plus d'un Français sur 2 considère que c'est difficile d'être une femme, alors qu'il n'y a qu'un Français sur 5 qui considère qu'il est difficile d'être un homme. Ça, c'est plutôt rassurant. 9 femmes, vous l'avez un peu évoqué, Marlène, 8 femmes sur 10 ont la sensation d'avoir vécu des situations sexistes, notamment, évidemment, en matière de sécurité. 9 femmes sur 10 interrogées affirment avoir adopté des conduites d'évitement des actes et des propos sexistes. Il y a près de 100 000 viols, tentatives de viol en France chaque année. Le chiffre, il ne faut pas l'oublier, il est évidemment impressionnant. Et il y a plus de 200 000 femmes qui font des déclarations comme quoi elles ont subi des actes, des agressions, de violences de la part de leur mari ou de leur conjoint. Ce qui fait que 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles le soir, que cette question de sécurité, elle est très forte, elle est forte dans les transports, elle est forte dans la rue, elle est forte dans l'espace public, on le voit bien. Et à cela, il faut ajouter bien sûr la question du consentement, qui est une question majeure par rapport au problème que l'on veut traiter. Un seul chiffre, près de 4 femmes sur 10 disent avoir déjà vécu une situation de non-consentement. 4 femmes sur 10, le chiffre est impressionnant. Alors, une fois qu'on a posé ce constat, vous l'avez un peu évoqué, mais quelles solutions, quelles améliorations peut-on encore apporter? Parce que vous le disiez, il y a de l'émancipation, mais pas forcément de l'égalité, ou encore, en tout cas, il reste des secteurs où l'égalité est plus difficile. Peut-être rien que dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Je me tourne vers vous, Marlène Solveig. Dans le monde de l'entreprise, il y a évidemment plusieurs sujets et ça dépend aussi des types d'entreprises. Dans certains métiers, on se rend compte que l'accessibilité des femmes, est-ce que ce sont des biais parce que les femmes ne veulent pas y aller ou est-ce que c'est parce que ces métiers, finalement, quand ils sont faits par des femmes, sont bien faits? Il faut vraiment pousser les femmes à aller vers les métiers techniques. Donc là, c'est vraiment un sujet d'ailleurs pour la SNCF, puisque dans nos effectifs, on a 25% de femmes seulement, parce que les métiers sont techniques. Et donc, il faut encourager. Et là, encore une fois, c'est dès l'école. C'est dans les écoles où il faut peut-être montrer que tous ces métiers-là sont possibles pour les femmes. Donc, il y a d'abord ces sujets de métiers. Après, il y a souvent la volonté d'un patron qui, dans son entreprise, va dire... Qui donne une impulsion. Qui donne l'impulsion, qui dit, moi, dans mon entreprise, je ferai des choix forts, et notamment sur des postes de direction, parce que c'est là où l'impact du patron est important, et après, finalement, ça infuse dans toute l'entreprise. Je ferai le choix d'avoir un COMEX paritaire, je ferai le choix compétence équivalente de choisir une femme, et je dois dire que dans le groupe où je suis, c'est l'influence du patron à la tête qui aussi porte l'ensemble de ces sujets. Et après, c'est les femmes entre elles, de femme à femme. Il faut une vraie sororité, il faut des rôles modèles, il faut que les femmes entre elles soient bienveillantes, poussent les autres femmes aussi. En étant rôle modèle ou mentor, vous pouvez travailler sur des sujets de confiance, sur des sujets de non-culpabilité par rapport aux enfants, à la vie de famille. Oui, c'est possible, et tes enfants ne seront pas malheureux. Et aussi des sujets de légitimité. La légitimité, c'est un vrai sujet. Moi, quand on m'a dit
proposé ce poste de patronne des gares, je venais d'un autre monde. Le soir où ça s'est passé, pendant à peu près 2 heures, j'ai quand même écrit tout ce pourquoi je n'étais pas légitime. Et c'est seulement les 2 heures d'après où je me suis quand même réécrit commencé par le côté pourquoi. Mais voilà, donc les femmes, finalement, il faut aussi des rôles modèles, d'autres femmes qui les aident et qui les poussent à dire, regarde, oui, c'est possible, elle l'a fait, donc toi, tu peux le faire. Et donc, je crois beaucoup à ça aussi en entreprise. Bernard, quelle solution? Alors le regard de l'opinion sur les progrès, d'abord, avant de venir sur les solutions, le regard de l'opinion sur les progrès, il est très contrasté. Et pour le coup, le sentiment de progrès est perçu et déclaré surtout par les hommes. Les femmes n'ont pas le sentiment que cela progresse sur 2 sujets. Je parle là de la sphère de l'entreprise. C'est d'abord l'accès aux responsabilités, vous l'avez évoqué, mais aussi et avant tout sur la question salariale. On voit bien que la question salariale, même s'il y a eu des progrès, même s'il y a eu des progrès à poste équivalent, on voit bien que la question du temps de travail notamment est encore discriminante pour les revenus des femmes, et c'est un point bloquant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, l'entreprise est perçue comme un accélérateur. Elle est perçue comme un accélérateur, pas toutes les entreprises, mais on voit bien que l'entreprise a le pouvoir de démultiplier les solutions. Il y a beaucoup de solutions qui sont avancées dans les grands groupes, dans des entreprises de taille plus modeste. Moi, j'observe quand même, là c'est en tant qu'observateur du débat public, je trouve que souvent ces avancées sont prônées et mises en avant plutôt par les femmes. Les hommes ont encore du mal, les hommes dirigeants ont encore du mal à s'attribuer ces sujets, par exemple dans les sujets de communication d'entreprise. On laisse un peu les dirigeants porter ce sujet, les hommes ne le préemptent pas. C'est d'ailleurs un peu la même chose dans le débat public. Je ne sais pas ce qu'en pensera Fanny sur cette question des médias. Je trouve qu'on interroge beaucoup les responsables politiques femmes sur cette question. On interroge peu les responsables politiques hommes sur ce qu'ils proposent, comme si c'était un débat un peu réservé aux femmes. Donc il y a évidemment le sujet de l'entreprise, il y a le sujet du débat public, il y a le sujet de l'école, mais il y a bien sûr, et je pense que ça concernera tous les hommes présents ici et ceux qui nous suivent, il y a la question des hommes et la question de l'engagement des hommes. Le sujet a été porté par les femmes, ce sont les femmes qui ont fait bouger le sujet avec force, avec détermination, mais évidemment, il est clé que les hommes montent à bord sur cette question et qu'ils ne le considèrent pas comme un sujet second. Ça ne se fera pas sans vous, messieurs, grosso modo. C'est ce que vous voulez dire. Je suis désolée, ça passe très très vite et je suis sûre qu'il y a plein de questions. Donc allez-y, ne soyez pas timides. Monsieur, on va peut-être vous donner un micro. Merci de vous présenter et de poser votre question. Oui, je suis enseignant de sciences économiques et sociales. Hier, la session « Où sont les femmes ?» qui clôturait la première journée s'est terminée par une réflexion de Madame Lagarde qui évoquait l'égalité, et l'égalité qui disait l'égalité salariale notamment, tout le monde pourrait y gagner, et sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. C'est vrai, il est vrai qu'il y a eu une réforme très importante, enfin récemment, et certains ont proposé, pour la réforme des retraites, l'égalité salariale qui pouvait résorber en grande partie le déficit, qui n'est même pas résorbé avec la réforme actuelle. Et un homme blanc a refusé tout seul, puisque vous parliez de la domination, a écarté effectivement cette position. Et c'est dommage et c'est regrettable. C'est une réflexion et pas une question. Justement, voilà, j'arrive aux valeurs, puisque vous avez parlé des valeurs du patriarcat qui sont sur la domination et sur... Nous, ne préférons-vous pas justement l'apaisement? J'ai entendu un éloge du combat, enfin tout à l'heure par Édouard Philippe. Une question, monsieur, s'il vous plaît. Bien sûr, si on avait un changement dans la justice, on aurait et le changement, et la justice, et la paix. Alors ça, c'est pas vraiment une question. On va passer à une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, donc moi je suis Capucine, je suis activiste féministe. D'ailleurs, je trouve qu'on aurait pu évoquer un peu plus le mot féminisme parce qu'en fait, c'est grâce aux féministes qu'on en est là aujourd'hui. Moi, j'avais juste une petite question donc, pour monsieur. Quand vous vous êtes présenté, vous avez commencé par dire que vous ne vous considériez pas comme un homme déconstruit. Et j'ai l'impression que c'est encore beaucoup un gros mot, cette notion de déconstruction, alors que c'est vraiment central, en fait, puisque le patriarcat est une construction et que si on veut déconstruire les choses, bah, effectivement, ça passe par là.
Donc ma question est la suivante, pourquoi ne pas utiliser ce mot et pourquoi, d'une manière générale, pensez-vous que les hommes ont du mal à se déconstruire? Le veulent-ils seulement? Vous aviez quand même noté le clin d'œil, j'en suis sûr, parce que vous avez beaucoup d'humour. Moi, c'est vrai que je n'aime pas ce terme, parce que je considère qu'il rentre un peu dans la caricature et dans quelque chose de systémique, mais je vous ai dit à quel point j'étais convaincu que les hommes devaient porter le sujet. Je pense que c'est un débat sémantique, et que le débat sémantique a été un peu fermé, connoté par un sentiment qu'il peut apparaître comme excessif. En revanche, et je n'ai pas eu le temps parce que le temps passe vite, Fanny l'a dit, moi je suis très frappé, notamment ce qui se fait sur les blogs, il y a un certain nombre de blogs activistes que vous devez connaître encore mieux que moi, et je trouve que c'est très intéressant ce qui est fait sur la bataille des mots. Par exemple, il y a un blog qui est assez connu, j'ai oublié le nom là, mais qui veille à ce que dans les médias, on ne parle pas par exemple de femmes violées, mais d'hommes violeurs. Voilà, je trouve que c'est des choses comme ça qui sont des batailles qu'il faut mener, parce qu'une ministre qui a en ce moment quelques difficultés, mais qui avait baptisé son combat avec un hashtag « Ne rien laisser passer », je crois que c'était ça, puisque c'est Marlène Schiappa, je trouve que c'est une démarche intéressante, de se battre sur tous les fronts. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant que le mot de déconstruction. Mais c'est un avis personnel. Une autre question. Oui, bonjour, je Bonjour, suis monsieur. Olivier, je suis entrepreneur et je travaille auprès de Comex de grands groupes. Et mon expérience de la montée en puissance des femmes dans les organisations est probante, puisque depuis 25 ans, je vois énormément de femmes accéder à des postes de responsabilité, à des Comex de plus en plus avec de l'équité homme-femme, en tout cas, c'est ce que je perçois. Et puis, on n'a qu'à voir l'Europe aujourd'hui. On a des dirigeantes au niveau européen, on a des dirigeantes dans les médias. Je prends Radio France, parce que vous êtes à Radio France, mais il y a France Inter, Radio France, France Télévisions, il y a des femmes France dirigeantes Info aussi. aujourd'hui. Quelle est votre question? Ma question, c'est par rapport à la culture et au secteur. Où est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment de l'inégalité? Quel secteur? Vous parliez de technicité, d'industrie peut-être plus lourde. Est-ce qu'il y a certains secteurs dans lesquels il y a effectivement moins de femmes dans certains comex? Je vous laisse répondre, Marlène. Oui, je crois, je le redis, ce sont souvent des métiers techniques ou des métiers où les femmes décident de ne pas aller. On a des chiffres là qui disent cette année que dans certaines grandes écoles d'ingénieurs, il y a moins de femmes qui passent le concours, parce que finalement, dans les études au lycée, elles ont moins choisi les options maths supérieures qui étaient dans le nouveau bac. Donc parfois, ça peut être aussi des sujets de confiance des femmes. Donc certains métiers peut-être scientifiques où il faut la pousser, je disais tout à l'heure les métiers de recherche en économie. Par contre, les médecins sont beaucoup des femmes aujourd'hui, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que des médecins bienveillantes et femmes, on sera ravis d'en avoir. Ensuite, dans les métiers techniques, qui sont les métiers de terrain. Moi, quand on rénove et quand on construit des gares, on a des personnels du bâtiment. Et bien là, par contre, c'est très très difficile d'aller trouver des électriciennes, des gens qui font des travaux de nuit, des travaux qui sont difficiles. Donc là, il faut montrer que c'est possible, et peut-être qu'il faut aussi s'organiser pour faciliter la vie des femmes. On a eu des sujets de vestiaires. Les vestiaires, c'était un petit sujet chez nous, mais finalement, avoir des vestiaires qui soient agréables pour les femmes et qui soient très différenciés de ceux des hommes, et bien parfois, c'est un petit levier supplémentaire. Dans l'éducation des enfants, comment faire sur le travail de nuit. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut mener pour que ces métiers, finalement, que les femmes aient envie d'aller vers ces métiers-là. Le sujet est évidemment absolument complexe, et j'y réponds que par quelques prismes qui sont les miens. Une toute dernière question, il nous reste 2 minutes. Ça sera certainement la dernière question, madame. Bonjour. Bonjour. Liberté, égalité, fraternité et humilité. Un tout petit slogan attrape-tout. Vivons petits, soyons grands. Ça n'était pas une question, mais soyons grandes alors aussi. Oui, c'est vive les femmes. Je rebondis sur... Peut-être, voilà, on va laisser... Que vous inspire le mot humilité? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Voilà, je rebondis sur ce que vous venez de dire, madame, parce que je pense qu'il y a un sujet dans notre débat qui est finalement, est-ce qu'on doit se satisfaire des progrès qui ont été accomplis, ou est-ce qu'on doit s'alarmer
de tout ce qui reste à faire. Du chemin Alors, si à on est dans parcourir. l'humilité, effectivement, on peut se dire, et je crois que ce serait une erreur de dire qu'il ne s'est rien passé. Je pense qu'objectivement, les faits ne disent pas ça, y compris d'ailleurs sur les questions où des inégalités demeurent, sur les questions de salaire notamment. Mais en revanche, il y a des champs entiers qui restent encore à défricher. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes. On va pouvoir poursuivre ce débat, me semble-t-il.